Je suis restée 15 ans avec mon amour de lycée, de 15 ans à 30 ans. On a fait toutes nos premières fois ensemble. Premières vacances sur les parents, premier déménagement, toutes les premières fois sexuelles aussi. Comme on avait grandi ensemble, c'était un peu comme mon meilleur ami. Et puis un jour, j'ai décidé de faire plus de sport. Du coup, je me suis levée tous les jours à 6h30 pour aller m'entraîner à la salle de sport. Et à la salle de sport, j'ai rencontré un coach de sport qui avait 15 ans de plus que moi, qui venait pas du tout du même milieu social. Et comme j'avais des bonnes performances, il a proposé de m'entraîner. J'ai commencé à ressentir du désir, quand il me donnait des ordres, quand il me faisait faire des squats, quand il me faisait faire des pompes. Et on a commencé à parler d'autre chose que de musculation. Et ça avait quelque chose de tellement irréel de se retrouver avec la lumière de la lune à 6h30 dans les rues de Paris, qu'on a créé un lien. Et j'ai développé des sentiments amoureux pour lui. Mais ce qui s'est passé surtout, c'est que tous les jours en me réveillant, je me sentais coupable. Coupable de désirer quelqu'un d'autre. Coupable d'avoir des sentiments amoureux pour quelqu'un d'autre. Et j'ai fini par arrêter ma relation de 15 ans. Parce que pour moi, ça signifiait qu'il y avait un problème. Parce que je désirais quelqu'un d'autre. Parce que j'avais des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et avant de tromper, j'avais préféré arrêter. Avec le recul, je me rends compte que j'étais juste perdue dans un schéma de relation. Et moi, quand j'ai commencé à ressentir du désir pour quelqu'un d'autre et des sentiments amoureux pour quelqu'un d'autre, je me suis dit que ça voulait dire qu'il y avait un problème dans mon couple. Que mon partenaire n'arrivait pas à satisfaire mes besoins. Et qu'il fallait donc que je trouve une autre personne qui puisse justement satisfaire tous mes besoins. Mais en fait, la probabilité de trouver une personne qui satisfait l'entièreté de ses besoins, elle est ultra minime. Peut-être qu'on peut trouver un instant T, mais c'est très difficile à tenir dans le temps. Parce que ce que je voulais il y a 5 ans et ce que je veux aujourd'hui, c'est ultra différent. Et ça sera encore plus différent dans 10 ans. Donc mes besoins à moi, ils évoluent. Et la personne avec qui je suis évolue aussi. Ses besoins à qui elle est. Peut-être qu'à un moment, elle peut répondre à mes besoins, mais qu'ensuite, elle ne pourra plus. Vous allez me dire, un couple, c'est forcément des compromis pour que ça marche. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire 2 choses. Soit vous vous dites qu'il existe une personne sur cette terre capable de remplir entièrement vos besoins et d'évoluer avec vous au fur et à mesure du temps pour continuer à les remplir. Et là, c'est potentiellement une chimère ou extrêmement difficile à trouver. Ou alors, vous acceptez qu'une partie de vos besoins ne soit pas remplie. Et ça peut être tout à fait ok comme ça. C'est un peu comme si on se disait qu'un couple échoue s'il ne va pas ensemble jusqu'à la fin, jusqu'à la mort en fait. Alors que je sais pas vous, mais j'ai eu des très belles relations qui se sont pourtant terminées. Et pas avec la mort d'un des 2 protagonistes. Et voyez ce désir que j'ai ressenti alors que j'étais en couple pour une autre personne. Je suis sûre que la plupart d'entre vous l'ont déjà ressenti. Parce qu'en fait, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de naturel d'aller désirer quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est pour ça que 3/4 des personnes, un jour, seront infidèles. Alors, si on conçoit bien dans nos sociétés de pouvoir désirer sexuellement quelqu'un d'autre, et potentiellement qu'il y a une légère tolérance au passage à l'action, surtout si on est un homme, c'est beaucoup moins admis d'aimer quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve qu'on le voit beaucoup dans les règles des couples ouverts, dans les règles des couples libertins. Souvent, c'est pas d'attache, pas de lien émotionnel, pas de dating, pas de contact, pas de relation en fait. On doit rester sur quelque chose où c'est un partage uniquement des corps et pas prendre un risque surtout qu'un lien émotionnel puisse se créer. Attendez, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, ça encourage vraiment toute l'équipe. Mais je vais vous poser une question. Vous avez une famille, vous aimez votre famille. Il y a plusieurs membres dans votre famille. Vous avez peut-être un père, une mère, des oncles, des tantes, des cousins, des frères, des sœurs. Vous aimez tout ce monde-là. Vous avez peut-être aussi des amis. Vous aimez tous vos amis différemment parce que vous les avez rencontrés au fur et à mesure de votre vie. Vous avez passé et construit un bout de chemin différent selon les étapes où vous les avez rencontrés. Vous avez peut-être des enfants. Et quand votre 2e enfant est né, est-ce que vous avez été voir le premier et vous lui avez dit « Je dois couper en 2 l'amour que je t'ai donné parce qu'il faut que j'en donne une partie au suivant ». Ben non, vous avez juste trouvé dans votre cœur une autre dose d'amour que vous avez donnée à ce 2e enfant. Et vous n'avez rien retiré à ce premier enfant-là, que vous aimez toujours autant. Donc vous voyez, vous êtes déjà quelque part dans une forme de polyamour, c'est-à-dire que vous aimez déjà plusieurs personnes. Votre famille, vos amis, vos enfants, votre partenaire. Donc je pense que vous ressentez que votre capacité à aimer, elle est multiple. Et elle est démultipliée même. Là, vous allez me dire, oui, mais l'amour amoureux, c'est différent. Aimer, c'est différent. Je suis d'accord avec vous. Mais le concept d'amour romantique est une conception totalement sociale qui a été construite par l'être humain. Donc ce que j'ai envie de vous dire à partir de là, c'est que si c'est une norme sociale qui a été créée, vous avez le droit de choisir. 100% des gens peuvent interroger leur format de relation. Et si votre réponse et votre choix, c'est de choisir la monogamie, de n'avoir qu'un seul partenaire jusqu'à la fin, c'est incroyable et c'est très beau. Ça correspond à énormément de gens qui vont s'épanouir dans cette situation. Vous savez que ma chaîne est aussi pour ces couples qui font ce choix-là, pour leur donner des outils, de relever ce challenge, de créer du désir, de créer du mystère, du jeu, de la sexualité épanouie quand on n'a qu'un seul partenaire et qu'on décide de ne pas le changer. Mais pour les autres qui regardent cette vidéo et qui, comme moi, ont envie d'être dans un autre modèle, comment savoir si ça vous correspond? Parce que vous allez me dire, oui, c'est très beau,
en théorie, d'aimer plusieurs personnes. Mais est-ce que dans les faits, dans la pratique, c'est possible? Et là, je vais vous dire que vous avez raison. Parce que seulement 10% des gens, à l'heure actuelle, sont compatibles avec le polyamour. Et sont capables de réellement aimer plusieurs personnes à la fois et d'être dans plusieurs relations en même temps. Parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour bien comprendre, qu'est-ce que c'est en fait d'abord le polyamour? Poly, plusieurs, amour, aimer. Être dans plusieurs relations en même temps, en toute honnêteté et transparence. Donc les notions de tromperie, de tricherie, de mensonge n'existent pas, puisque l'intégralité des personnes sont au courant. Et ça, c'est clé. Donc c'est plusieurs relations, en toute honnêteté. Toutes ces relations ne sont pas obligées d'être sur le même plan. Vous pouvez avoir une relation principale et des relations secondaires. Ou choisir de ne pas faire de hiérarchie. Certaines personnes se retrouvent sur des modèles de trio, où les 3 personnes ont des relations entre elles. Bref, il existe plein de formes différentes de polyamour. Presque autant de formes de polyamour que de polyamoureux, j'ai envie de dire. Donc tout est possible, il s'agit d'un modèle totalement flexible à adapter de construction, sur cette de double base. Pas d'exclusivité, et une transparence et un accord de tous les partenaires en jeu. Et cette forme-là de relation plurielle, elle est compatible avec des relations court terme, mais elle est aussi compatible avec des relations long terme, avec l'engagement, avec le fait de potentiellement vivre ensemble, de fonder un foyer, d'avoir une famille. Tout est une histoire de règles, de définir des besoins. C'est que cette forme de relation nécessite des prérequis sur les individus eux-mêmes qui vont en faire partie. Puisque même si seulement 10% des gens sont déjà prêts à l'heure actuelle à être dans ce format, une grande majorité finalement des gens pourraient l'être, en travaillant des points précis, que je vais énoncer là. La première qui est un peu évidente, c'est si vous êtes déjà dans une relation et que l'autre personne n'a pas envie d'aller dans un modèle polyamoureux. Tout simplement parce que le polyamour nécessite l'accord et l'engagement de toutes les parties. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut imposer à son conjoint actuel. Ça nécessite de discuter, d'échanger et de voir comment on peut faire ensemble évoluer le modèle. Donc ça c'est la première chose. Si vous êtes en couple, est-ce que votre partenaire, il est OK ou pas? Et bien sûr, ça exclut toute forme de pression ou toute forme d'obligation. Du genre, si on fait pas ça, je vais te quitter. Ce qui serait totalement nier le besoin de l'autre personne. Le deuxième point, c'est d'identifier si vous avez des peurs à travailler et à dépasser qui peuvent vous empêcher d'être épanoui dans ce modèle. Une peur par exemple de l'abandon. Si vous avez peur que votre partenaire vous quitte si jamais vous ouvrez votre couple, vous n'avez pas encore assez confiance en vous, en vos qualités. Parce que si votre partenaire fait le choix d'être avec vous, c'est que vous lui apportez quelque chose. Donc identifiez vos peurs. Et ça, vous pouvez utiliser la technique des pourquoi pour remonter le fil et comprendre les peurs qui se cachent. Je vous donne un exemple. Je pense que le polyamour n'est pas pour notre couple. Pourquoi? Elle pourrait me quitter avec un autre qui est mieux que moi. Peur de l'abandon. Mais l'inverse peut être vrai. J'ai rencontré beaucoup de gens qui se disent polyamoureux, mais qui ne le sont pas vraiment. Parce qu'ils ont une peur de l'engagement. Donc ils font ce choix de modèle de relation, tout simplement parce qu'ils n'osent pas aller travailler sur eux et affronter leurs peurs. Ils pensent que s'ils ont plusieurs relations, ils ne seront pas obligés de s'engager, alors que les deux n'ont rien à voir. Donc ces gens-là sont polyamoureux sans être vraiment prêts à l'être, puisque le paramètre d'honnêteté et d'authenticité risque d'être très compromis. Ensuite, le troisième point, c'est la jalousie. Quel est votre rapport à la jalousie? Alors, si la jalousie est un sentiment naturel que tout le monde peut ressentir, cela ne veut pas dire qu'on est obligé d'agir sur ce sentiment. C'est très différent. On peut juste le ressentir à l'intérieur de soi et travailler à le laisser partir, sans forcément entraîner une action de contrôle ou une action de règle et d'interdit sur son partenaire. Donc quel est votre degré de jalousie actuel? Et comment vous pouvez le travailler? Pour ne pas réduire la liberté de l'autre personne en ayant peur de la perdre. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, sinon votre partenaire ne vous aurait pas choisi vous, c'est que vous lui apportez déjà quelque chose. Comment vous pouvez avoir confiance et ne pas être obligé de l'enfermer? Alors attention, je ne dis pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi, qu'il ne faut pas mettre de règles, une barrière, qu'on soit dans une situation de polyamour ou dans une situation de monogamie. Je dis juste qu'il faut travailler ce sentiment de jalousie pour qu'il ne tombe pas dans des extrêmes et qu'il n'entraîne pas des actions qui soient hors cadre, le cadre que vous aurez fixé, avec les règles qui vous correspondent à vous et à votre couple. Le quatrième paramètre, c'est comment vous pourriez gérer la pression sociale et le besoin intrinsèque de conformité. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a même pas 5 à 6% des gens qui ont choisi ce modèle-là. Donc ça reste quelque chose qui est hors cadre. Comment va le prendre vos amis? Comment va le prendre votre famille, votre entourage, si jamais ça se sait? Est-ce que vous êtes prêt à assumer? Ensuite, est-ce que vous êtes capable, en fait, de fournir cet effort supplémentaire que nécessite le fait d'avoir plusieurs relations? Parce que oui, on a vu que l'amour est quelque chose d'illimité et qui se décuple, mais il y a certaines ressources que vous avez qui sont finies. Je pense notamment à votre ressource énergie, votre ressource temps
et votre ressource argent. Or, si vous avez plus qu'une relation à la fois, vous allez avoir besoin de gérer votre allocation de ressources. Où est-ce que vous allez trouver le temps? Comment vous allez répartir l'énergie entre vos différents partenaires? Et le dernier paramètre, c'est de savoir si vous connaissez et que vous avez intégré les 4 C, qui sont les 4 clés de réussite d'une relation polyamoureuse. Le premier C, c'est ce qu'on appelle la compersion. Alors, vous n'avez peut-être jamais entendu ce mot. C'est un mot qui a été inventé il y a une 40aine d'années par la communauté polyamoureuse et qui n'est donc pas dans la plupart des dictionnaires. C'est simplement le fait de ressentir du plaisir à voir son partenaire prendre du plaisir avec une autre personne. J'ai de la joie parce que tu as de la joie, même si je ne suis pas à l'origine de cette joie-là. Vous avez sûrement déjà ressenti ce sentiment de compersion en dehors du couple. Imaginons que vous avez un ami très proche. Ça fait longtemps qu'il essaie d'avoir un enfant. Et là, enfin, il vous apprend que sa femme est enceinte. On dirait un ado et sa joie, elle est communicative. Et en voyant sa joie, vous ressentez de la joie. Vous êtes content pour lui, vous ressentez son émotion. Ça, c'est de la compersion. Et pour lui, le fait de voir votre joie, ça va même décupler la sienne. Donc c'est un cercle qui est très vertueux. Là, on va bien sûr se heurter en premier à la notion de jalousie. Puisqu'en fait, cela nécessite de passer d'un état d'esprit de compétition, de se dire que vous êtes en compétition avec d'autres gens pour apporter du bonheur et du plaisir à votre partenaire, à une vision de collaboration. Vous et les autres personnes avec qui sont peut-être en relation votre partenaire, vous avez le même objectif, le bonheur et le plaisir de votre partenaire. Donc vous collaborez. Vous n'êtes pas en compétition pour le plaisir et la satisfaction de votre partenaire, mais vous collaborez pour le décupler. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Ça nécessite de vraiment travailler son sentiment de jalousie. Parce que bien sûr, ça va réveiller en nous plein de peurs. La peur de perdre l'autre, la peur de ne pas être choisi, de ne pas être assez bien. Et c'est tout à fait normal. Par exemple, j'ai un ami qui était très content d'ouvrir son couple avec sa femme. Sauf qu'à une soirée, 48 heures après, elle rencontre un mec qui s'appelle Sam. Et elle a un coup de cœur pour ce Sam. Assez vite, elle démarre une relation avec Sam. Et lui découvre ce que c'est que la jalousie. Et bien, plutôt que faire marche arrière, il a proposé à Sam d'aller boire un café. Et ça a désamorcé totalement sa jalousie. Parce qu'il s'est rendu compte que ce Sam, c'était une bonne personne, qui pouvait lui faire confiance, qu'il allait prendre soin de sa femme. Et que ce Sam, après tout, il était pas si mal. Donc ça l'a rassuré aussi. Et là, pour la petite anecdote, il continue à prendre un café avec Sam, qui est donc l'autre relation secondaire de sa femme, une fois par mois, pour créer le lien, pour montrer qu'il est d'accord dans cette relation-là aussi. Le deuxième C, qui est une clé pour réussir une relation polyamoureuse et sur lequel vous pouvez vous interroger pour savoir à quel degré vous en êtes, c'est la communication. Parce que oui, on ne nous a pas appris depuis qu'on est petit à communiquer, soyons très clairs. Et encore moins à communiquer sur nos sentiments, sur nos vrais besoins, à être vulnérable. Or, c'est la clé des relations polyamoureuses qui réussissent. C'est cette capacité à pouvoir formuler ses besoins, à pouvoir être en écoute active avec l'autre et à pouvoir ressentir en empathie ce que va ressentir l'autre pour pouvoir accepter des barrières à sa liberté. Parce que oui, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Et ça se fait en 4 étapes. En premier, identifier notre besoin profond. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon besoin? En deuxième, c'est le partager avec mon ou mes partenaires pour préciser avec des mots simples et d'une façon claire mon besoin. La troisième étape, c'est d'écouter. Écoutez ce que va dire mon partenaire sur ce besoin que j'ai formulé. Quel est son point de vue? Quel est son besoin ou ses besoins à lui ou à elle? Et en quatrième, c'est clarifier. C'est-à-dire trouver ensemble un terrain d'entente sur ces besoins, comme 2 cercles qui se recoupent. Mon besoin, son besoin, et le terrain d'entente qu'on trouve pour couvrir une partie de mes besoins. Et l'avantage en polyamour, quand on a plusieurs partenaires, c'est qu'on peut avoir d'autres partenaires qui couvrent le reste de mes besoins. Ensuite, c'est la communauté. C'est de réussir à créer autour de vous une communauté qui va vous soutenir dans ce choix. Parce que ce choix est difficile, puisque ce n'est pas une norme sociale encore très établie. Surtout quand on n'a pas 20 ans. Et surtout quand on est dans des relations qui s'engagent, qui construisent, voire qui ont des enfants. Donc avoir le soutien de votre partenaire, de vos autres relations, peut-être de vos amis ou d'une communauté autour de vous, ça c'est très important. Ensuite, la compatibilité. Ne pas essayer de changer l'autre. Puisque pour une fois, cette personne unique ne va pas avoir besoin de couvrir l'entièreté de vos besoins. Elle va pouvoir rester elle-même et couvrir les besoins qui lui correspondent, comme elle est. Et vous pourrez couvrir le reste de vos besoins avec d'autres relations. Vous pourrez donc rester en couple avec une personne qui ne couvre pas l'entièreté de vos besoins. Vous n'êtes pas obligé de jeter l'entièreté de la relation à la poubelle, juste parce que quelque chose manque. Ça peut être une passion qu'on partage ou un différentiel de libido. Et là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui confondent amour et compatibilité. Des gens incompatibles tombent follement amoureux tous les jours.
Moi, ça m'est arrivé. Je suis tombée follement amoureuse et j'étais persuadée que ça voulait dire que forcément, ça allait créer un couple qui allait marcher. J'étais dans le mythe que si on s'aime très fort, forcément ça va marcher. Si on travaille assez fort, forcément ça va marcher. Non, être compatible en couple avec quelqu'un, c'est vouloir la même chose. C'est avoir les mêmes valeurs, la même vision de la vie en fait, qui doit se recouper à un moment. Sinon on a beau s'aimer très fort, ça ne peut pas fonctionner. Donc dans ce cadre-là, choisir des partenaires qui sont compatibles avec vos besoins. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'une compétition entre le polyamour et la monogamie. Il ne s'agit pas de dire que l'un est mieux que l'autre. Le but est simplement de dire que vous avez le droit de choisir et de respecter le choix des uns et des autres. Si vous êtes polyamoureux, de respecter les gens qui font ce choix de la monogamie qui est un très beau choix et qui correspond à plein de gens. Et si vous êtes monogame, si vous êtes exclusif, d'accepter que d'autres personnes puissent s'épanouir dans un modèle qui est différent du vôtre, sans que ça veuille dire qu'ils aient forcément des problèmes psychologiques et qu'ils doivent aller voir un psy. Donc pour résumer tout ça, on a vu que la plupart des gens acceptent de pouvoir ressentir du désir et une attirance sexuelle pour d'autres personnes en dehors de leur couple, et que c'est même socialement admis. Mais on a vu que le fait d'aimer plusieurs personnes à la fois reste quelque chose de compliqué, qui va à l'encontre d'une construction sociale qui est l'amour romantique qui serait unique et exclusif. Alors qu'on a vu que l'amour est quelque chose qui se démultiplie. Si on a vu qu'en théorie le modèle polyamoureux peut correspondre à beaucoup de gens, on a vu qu'en pratique, seulement 10% des personnes à l'heure actuelle sont capables d'être dans ce modèle. Parce qu'il nécessite un ensemble de prérequis, notamment le fait d'avoir l'accord de son partenaire si on est déjà en couple, d'avoir travaillé et dépassé certaines de ses peurs, comme la peur de l'abandon ou la peur de l'engagement, qui peut conduire à choisir le polyamour pour de mauvaises raisons. Ensuite, la jalousie. Où est-ce que vous en êtes de votre rapport à la jalousie? Ensuite, est-ce que vous êtes OK avec la pression sociale de faire un choix qui n'est pas en accord avec la conformité? Ensuite, est-ce que vous avez les capacités de faire cet effort supplémentaire que nécessite le fait d'être dans plusieurs relations? On a parlé de ressources limitées, la ressource temps, la ressource argent et la ressource énergie, même si l'amour, lui, était limité. Et ensuite, on a parlé de savoir où vous en étiez des 4 C, qui sont les 4 clés des relations amoureuses réussies. On a vu la compersion, qui est la capacité à ressentir de la joie si une autre personne donne de la joie à son partenaire. On a vu la nécessité de communiquer d'une façon encore plus précise sur ses besoins et d'écouter les besoins de son autre partenaire. On a parlé de la nécessité d'être dans une communauté, d'être soutenu. Et enfin, on a parlé de compatibilité, de bien choisir ses partenaires, sans confondre amour et compatibilité. Voilà, ce que je veux répéter, c'est que vous avez le choix et que tous les modèles sont valides. Ce qui compte, c'est que vous puissiez choisir. Et si vous ne vous retrouvez pas encore dans les 10% de personnes compatibles, mais que le polyamour vous intéresse, vous pouvez travailler sur cette liste de critères pour faire évoluer ensuite votre modèle de relation. Et le faire avec succès, sans brûler les étapes. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Plus de 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés, alors allez-y. Ici, on parle de sexualité, on parle de couple, on parle de plaisir sans tabou. Et j'aide les hommes à avoir une sexualité et un couple épanoui, quel que soit leur format de relation.